Quand elle fit mine de lui cracher dessus, littéralement cette fois, Richard bondit comme s'il voulait l'attaquer. Criant de terreur, elle recula vivement. Sans doute parce que affronter un homme réveillé et apte à se défendre ne lui disait rien qui vaille, elle eut un dernier regard furibond, se détourna et disparut dans la nuit. La chaîne fixée au collier que le sourcier portait autour du cou était bien trop courte pour qu'il ait pu atteindre la furie. Mais s'il le savait, elle ne s'en était pas aperçue, et la menace imaginaire avait suffi à la décourager d'insister. Même au milieu de la nuit, le camp où la femme s'enfonçait furtivement grouillait d'activité. Telle une énorme bête affamée, il l'engloutit en quelques instants. Pendant qu'une partie de leurs camarades dormaient, des soldats réparaient ou nettoyaient du matériel, entretenaient ou fabriquaient des armes, cuisinaient ou s'empiffraient. Attendant la prochaine occasion de tuer, de violer et de piller, des centaines de soudards, assis autour des feux de camp, échangeaient des histoires salaces en vidant force peintes de bière. De ci de là, des costauds se battaient en duel, histoire de déterminer lequel était le plus fort. Livrés à main nue ou à l'arme blanche, ces combats faisaient chaque jour des dizaines de victimes. Loin de s'en inquiéter, les soldats n'en rataient pas un, pariant des sommes folles sur l'identité du vainqueur et le sort qui attendait le vaincu. Entre les gardes qui patrouillaient sans cesse, prêts à intervenir en cas de problème vraiment grave, les soudards en quête de distraction et les civils des deux sexes disposés à leur en fournir, le camp de l'armée de l'ordre ne dormait jamais pour de bon. De temps en temps, des curieux venaient jeter un coup d'œil à Richard et à ses compagnons de captivité. Au-delà des chariots, Richard put suivre le manège d'une poignée de civils qui cherchaient désespérément à obtenir un peu de nourriture ou une pièce de cuivre. Passant de groupe en groupe, ils proposaient de jouer de la flûte ou de chanter pour les guerriers. D'autres offraient de les coiffer, de les raser, de s'occuper de leurs vêtements ou de leur faire de somptueux tatouages. Le plus souvent, au terme d'âpres négociations, les femmes finissaient par entrer sous une tente en compagnie de quelques soudards en verve de lubricité. Une partie des hommes, en revanche, cherchait des pigeons à détrousser, et parmi ces prédateurs, plus d'un était parfaitement disposé à tuer. Au centre du cercle de chariots, Richard était enchaîné avec un groupe de prisonniers venus participer au grand tournoi de Djala. La plupart des coéquipiers du sourcier étaient cependant des soldats réguliers. Du coup, ils avaient le droit de dormir sous une tente réglementaire. Toutes les villes gouvernées ou conquises par l'ordre impérial avaient leur équipe de Djala. Enfants, les soldats avaient appris à jouer dès l'instant où ils savaient marcher. Après la guerre, ils espéraient pratiquement tous faire une carrière dans le sport préféré de l'Ancien Monde. Pour eux, le Djala-di-Djinn, le jeu de la vie, était une cause quasiment aussi importante que l'idéologie de l'ordre. Tout le monde partageait leur passion. Et comme le prouvaient les deux récentes mésaventures de Richard, les vrais supporters étaient prêts à tuer pour aider leur équipe à gagner. Comme les cités, les différents corps d'armée, voire les régiments, s'enorgueillissaient d'avoir une équipe victorieuse. Le général Karg, pour qui jouait l'équipe de Richard, n'était pas insensible non plus aux résultats. Pour lui, les triomphes sportifs n'étaient pas seulement une affaire de gloire. Les entraîneurs des meilleures équipes en tiraient une extraordinaire puissance. Quant aux joueurs, ils devenaient des héros couverts d'or et poursuivis par des légions de femmes prêtes à tout pour partager leurs couches. La nuit, Richard et ses camarades étaient enchaînés aux chariots-prisons dans lesquels ils voyageaient. Mais sur le terrain, le sourcier était le marqueur de l'équipe, autrement dit l'attaquant de pointe, et le général Karg comptait sur lui pour briller tout particulièrement lors du tournoi qui se déroulerait dans le camp même de l'empereur. La vie de Richard dépendait de ses prouesses sportives, et jusque-là il s'en était remarquablement bien tiré. Ayant à choisir entre une exécution sordide et un poste dans l'équipe, le jeune homme n'avait pas hésité très longtemps. Mais le désir de survivre n'était pas et de loin sa seule motivation. Il y en avait d'autres, et qui comptaient beaucoup plus à ses yeux. Tournant la tête, Richard vit que son ami Léo le Roc, enchaîné au même chariot que lui, ronflait comme un sonneur. Meunier de profession, Léo était bâti comme un chêne et fort comme un taureau. Mais plus important encore, c'était un fin connaisseur du Djala. Contrairement aux autres marqueurs, Richard imposait des entraînements quotidiens à ses équipiers.
Certains de ses joueurs n'appréciaient pas, bien entendu, mais ils ne discutaient pas ses ordres. Même dans leur cage, alors qu'ils se dirigeaient vers le camp de l'empereur, Richard et Léo avaient passé des heures à discuter du jeu. Non contents d'analyser leurs erreurs et de mettre au point de nouvelles stratégies, ils avaient réussi, dans un espace pourtant exigu, à se maintenir en forme grâce à une série d'exercices. Trop épuisé pour entendre le raffut perpétuel du camp, le roc dormait comme un bébé, ignorant que des fanatiques, alarmés par leur réputation, rôdaient dans la nuit avec l'intention de les neutraliser avant même le début du tournoi. Très fatigué lui-même, Richard avait pourtant somnolé de manière irrégulière. Ces derniers temps, il avait du mal à dormir. Et pas à cause de sa situation présente, ni du tour plutôt inquiétant que prenait la guerre. Non, il s'agissait de quelque chose d'intime, un malaise permanent, insidieux et lancinant. Comme à l'époque où il avait été très malade, la fièvre menaçant de le tuer? Peut-être bien, mais pas vraiment en réalité. Si fort qu'il tente de l'analyser, son mal-être échappait à sa compréhension. Cela dit, harcelé sans cesse, il finissait par en perdre la santé et le goût de vivre. En plus de ça, il y avait Callan, prisonnière de Jagang non loin de là. Comment aurait-il pu dormir en la sachant exposée en permanence au danger? Certains soirs, alors qu'il veillait avec Nietzsche autour d'un feu de camp, l'ancienne maîtresse de la mort s'était laissée aller à des confidences sur Jagang et les traitements indignes qu'il lui infligeait. Aujourd'hui, ces récits hantaient le sourcier. De sa position, il ne voyait pas les quartiers de Jagang, mais plus tôt dans la journée, en arrivant au camp, il avait aperçu le grand pavillon entouré à distance respectueuse de tentes d'officiers. En passant, il avait vu Callan et réussi à plonger son regard dans ses magnifiques yeux verts. Un moment fugace mais suffisant pour remplir de joie et de soulagement l'âme du sourcier. Après une si longue absence, il avait enfin retrouvé sa bien-aimée vivante. Maintenant, il ne restait plus qu'à l'arracher aux griffes de Jagang. À peu près sûr que la seconde furie ne rôdait plus dans les environs, Richard baissa les yeux sur sa blessure. Rien de bien terrible, à dire vrai. S'il avait dormi comme une masse, à l'instar de Léo le Roc, il ne s'en serait sûrement pas sorti à si bon compte. En d'autres termes, l'étrange sensation qui l'empêchait de fermer l'œil venait de lui sauver la mise. Si douloureuse qu'elle fût, sa blessure à la jambe n'avait rien de grave. En la comprimant, il avait enrayé l'hémorragie et c'était l'essentiel. L'autre plaie à l'omoplate lui faisait également un mal de chien, mais elle aussi guérirait vite. Par bonheur, la lame de la première tueuse avait glissé sur l'os, n'atteignant aucun organe vital. La mort avait rendu 2 visites à Richard, et par 2 fois, elle était repartie les mains vides. Mais que disait-on déjà? Jamais 203? Il espérait bien que ce ne serait pas le cas pour cette nuit. Alors qu'il venait de s'allonger, se tournant sur le côté avec l'espoir de trouver le sommeil, Richard vit une ombre slalomer entre les chariots. Mais ce visiteur-là n'avait rien de furtif et il vint d'un pas décidé se camper devant le sourcier. Le général Karg, avec la moitié droite du visage tatoué, des écailles afin de lui donner des faux airs de reptile. En pleine nuit, l'homme était torse nu, une preuve qu'on venait de le tirer du sommeil. Pour la première fois, Richard vit que son épaule droite et sa poitrine, sur tout un côté, portaient le même tatouage. Entre eux, le sourcier et Léo avaient affublé le général d'un surnom, le Crotal, qui lui allait décidément à merveille. « Qu'as-tu donc à l'esprit, Ruben ?» demanda Karg. Depuis qu'il était prisonnier, Richard se faisait appeler Ruben Ribnik, un clin d'œil à Z, son grand-père qui avait naguère utilisé ce pseudonyme. Une saine précaution dans un environnement où son vrai nom, si on l'avait connu, aurait suffi à lui valoir une mort lente et douloureuse. Pour le moment général, je cherche surtout à dormir. Tu n'as pas le droit de forcer une femme à coucher avec toi. Ta dernière victime est venue me raconter tes turpitudes. Sans blague. Je te l'ai déjà dit et je le maintiens. Si tu bats l'équipe de Jagang, tu pourras te choisir une femme. En attendant, pas de dérogation à la règle.
Je ne tolère pas qu'on me désobéisse, surtout la... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.